Bonsoir, ici Fredo. C'est pas ça l'intro. Mais si. Bonsoir et bienvenue à notre buffet froid. Ici Fredo. Et Léo. Alors aujourd'hui, de quoi on parle, Léo? Alors au menu du jour, Fred, on a l'hôpital Kovrinsky. Comme on l'appelle en France parce que les Russes l'appellent autrement, ils l'appellent Kovrinka. On vous précise d'ores et déjà que comme il s'agit d'un menu plutôt copieux, il sera divisé en deux parties et vous entendrez la fin la semaine prochaine. Et donc cet hôpital Kovrinka, il a fait partie du paysage du nord-ouest de Moscou entre 1980 et 2018 sans jamais ouvrir ses portes au public. C'est étrange ça. Un hôpital qui n'ouvre pas ses portes, ça doit coûter une blende en plus, un Je hôpital. dirais même jusqu'à dire que c'est mystérieux. Et c'est bien pour ça qu'on s'y intéresse ce soir. Et c'est un mystère que peu de gens ont traité quand même, faut le dire. Alors pour le coup, c'est vraiment un dossier sur lequel on peut trouver de la documentation et on a réussi à croiser plusieurs sources et on a mené un vrai travail d'enquête, mais qui paraît beaucoup moins connu que d'autres phénomènes étranges, que de mystères irrésolus. Et d'ailleurs, pour ce soir, on change un petit peu le format, puisqu'on n'est pas sur un concept général qu'on vous explique, dont on donne l'historique, avant de s'appuyer sur un cas concret. Là, on est directement sur un cas concret qui nous a semblé intéressant. Et en introduction, on vous disait qu'il s'appelait Kovrinka en Russie, et chez nous Kovrinsky, parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à changer les noms des pays étrangers, et pas seulement des pays, des films, des livres. De beaucoup de choses, oui. Des fois, tu as un film qui arrive avec un titre anglais, et on donne un autre titre anglais. Oui, mais c'est la French Touch. Exactement. Pour en revenir à l'hôpital Kovrinsky, on va garder l'appellation française pour ce soir, on a vu qu'il était resté en activité quasiment 30 ans. Et pendant quasiment 30 ans, on a eu des rumeurs assez folles parce que les gens du quartier s'interrogeaient justement. Ils disaient pourquoi vous nous faites un hôpital et vous l'ouvrez pas? Il doit se passer des choses bizarres là-dedans. Puis c'était sinistre, ils n'avaient pas fini de le construire. Ils entendaient des bruits bizarres à tel point qu'il a été surnommé la maison des horreurs ou encore la citadelle des ténèbres. Oula, quel poids, quel poids. Déjà pas ouvert et déjà on le surnomme comme ça, le pauvrette. Alors imagine les mecs qui commençaient à se projeter dans une hospitalisation là-bas. Je les plains. J'ai envie de dire que c'était effroyable cette histoire. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que le bâtiment est une passerelle entre les dimensions des vivants et celles des morts, comme nos fameuses cavernes du Paléolithique. Donc la construction a débuté en 1980 et ça devait être un projet mais monumental. Il devait accueillir plus de 1300 patients, il devait y avoir une dizaine d'étages. Et pourquoi ils avaient choisi le quartier de Kovrino de Moscou? Parce qu'il n'y avait pas d'hôpital là-bas. Si je me souviens bien, il y avait même un héliport sur le toit, 3 terrasses sur le toit et une piscine. Oui, il y avait bien des héliports et d'ailleurs il existe pas mal de photos d'archives où on voit le bâtiment en vue du dessus et les amateurs comme toi et moi de la série Resident Evil pourront reconnaître ce qui fait vraiment penser au logo de la Umbrella Corporation. Cela dit, les jeux n'existaient pas encore à cette époque. Peut-être que ce sont les concepteurs de l'hôpital qui ont conçu les jeux ou la saga. Ou peut-être que les concepteurs du jeu ont été inspirés par ce fameux hôpital. C'est comme la poule et l'œuf, quoi. Il faudrait qu'on se renseigne sur cette question. J'ai jamais vu d'éléments d'interview qui laissaient penser que c'était le cas, mais qui sait? Mais qui sait, avec le mystère qui entoure cet hôpital, tout est possible, Léo. Et d'ailleurs, on va replonger dans ce mystère. On est en 1985, donc 5 ans après le début des travaux. L'hôpital est sur le point d'ouvrir, il est presque fonctionnel. Des bâtiments ont été aménagés, il y a des meubles, il y a des ascenseurs, des terrasses, des bureaux. Tout commence à prendre forme, on se dit c'est bien parti, ça y est, je vais pouvoir aller faire soigner ma jambe pétée là-bas. Que nenni. Et que nenni, tout s'arrête d'un coup. Et pourquoi? Je ne sais pas, dis-nous, Léo. Il y a deux versions pour expliquer ça. La première, elle paraît assez raisonnable, c'est l'absence de fonds. On ne peut pas l'ouvrir, il n'y a plus d'argent à cause de la perestroïka. Alors je ne sais pas si mon accent russe est bon, mais on va faire comme si c'était le cas. Et donc la perestroïka, c'est la reconstruction. C'est le nom qui est donné aux réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, en Union soviétique, d'avril 1985 à décembre 1991. Et cette reconstruction, elle suit 3 axes prioritaires, économique, social et éthique. L'accélération, la démocratisation et la transparence. C'est pas beau tout ça? Mais justement, c'est un peu étrange ça.
Parce que du coup, si on rénove un pays, on accélère, qu'est-ce qui serait plus utile qu'un hôpital pour la population? C'est ce qu'on aurait tendance à penser, mais il semblerait que les décideurs de l'époque avaient d'autres plans en vue. D'autres plans qu'on ne va pas détailler parce que c'est pas le sujet du podcast, mais c'est une raison qui peut paraître plus ou moins crédible. Il y a quand même une version officieuse qui raconte que le bâtiment a commencé à s'affaisser, comme s'il était englouti par la terre. Et ben oui, parce que c'est bien connu. On construit un hôpital sur un ancien cimetière. D'abord, on rase l'ancien cimetière. Donc, dans toutes les bonnes histoires d'horreur, les mecs, ils ont leur maison ou leur hôtel qui a été construit sur un cimetière. Ça rappelle quand même un peu Poltergeist. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est certainement pas un cimetière indien, mais en tout cas, c'était ça cimetière. pourrait être un cimetière. Ou alors, autre hypothèse, un marécage qui n'aurait pas été assez drainé. Et en outre, sous l'hôpital lui-même, ou en tout cas très près de celui-ci, la rivière Likoborka coule sous terre. Il existe également une version selon laquelle un sable mouvant s'est avéré être sous l'hôpital. Et en raison d'une erreur des géologues, le bâtiment a commencé à marcher. Des fissures sont apparues, et c'est un peu comme Baba Yaga, cette cabane là de la sorcière avec ses jambes. D'un coup, j'imagine l'hôpital qui commence à se déplacer comme ça. La grosse deuxième hypothèse, ce serait qu'il y avait des fissures, que la construction n'était pas fiable et que c'était dangereux d'accueillir 1300 patients là-dedans. Mais tu vas me dire que quelqu'un qui a fait des études pendant des années, comme un géologue ou un architecte, parce que je pense qu'en plus du géologue, il doit avoir un architecte, peut se tromper, pourquoi pas? Le géologue, il voit pas qu'il y a un marécage en dessous, il voit pas qu'il y a une rivière à côté. Alors soit il est borgne, soit il est aveugle, ou soit il est stupide, mais en tout cas, il voit pas tous ces éléments. Pourquoi pas? Ou alors il avait les boules parce qu'on lui a pas donné assez d'argent. Peut-être. Ou peut-être qu'il s'est dit, je vais encaisser l'argent et je vais pas trop faire de recherche sous le sol. Mais par contre, l'architecte qui vient derrière, qui va faire ses petits plans et tout ça, il va quand même regarder, tu crois pas? Donc du coup, c'est un peu bizarre. Et le mec qui met le coup de pelle, le premier coup de pelle, s'il arrive à un sable mouvant ou à quelque chose de liquide, par exemple une rivière ou un marécage ou un marécage qui n'aurait pas drainé, il aurait quand même averti. Pourquoi dépenser autant d'argent sur des choses qui sont évidentes? C'est un peu étrange. J'ai 3 hypothèses à ce sujet. La première, les normes de construction ne sont pas les mêmes en Russie que chez nous. D'accord, ok, pourquoi pas? La deuxième, c'était un coup monté entre eux tous et ils ont décidé de se barrer avec l'argent. Peu probable, parce que les Russes, ils rigolent pas avec ça, même à cette époque-là. Donc, c'est pour ça que c'est une hypothèse. Un peu farfelu, mais pourquoi pas? Allez, ils se sont barrés à la caisse. Et la troisième? Et la troisième, alors je veux pas critiquer, mais peut-être qu'ils sont aussi doués que d'autres personnes qu'on connaît. Je veux dire, on est tous passés à un moment sur une route en se disant, mais qu'est-ce qu'ils avaient en tête ces ingénieurs? Ils doivent jamais emprunter cette route pour avoir eu cette idée-là. Eh ben c'est peut-être la même chose là pour cet hôpital. Bah allez, je te laisse le bénéfice du doute sur ces 3 hypothèses. Pourquoi pas? C'est peut-être Vous ça. choisirez laquelle vous convient le mieux. Maintenant qu'on a fait le tour des hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi l'hôpital n'a jamais ouvert, il y a un fait qui est extrêmement surprenant, voire inquiétant. Donc on n'ouvre pas l'hôpital, par contre, on va le faire garder par l'armée pendant un moment. Il va y avoir des soldats avec des armes qui vont faire des rondes, qui vont tourner, qui vont être bien visibles. Pourquoi? Puisque le bâtiment est fermé et n'ouvrira pas. C'est quand même quelque chose qui mérite une enquête approfondie, me semble. Mais cela dit, ça ne dure pas éternellement, puisqu'au bout d'un an, les militaires s'en vont, et ça y est, cette fois, l'hôpital est complètement abandonné. Et ça va faire la joie des explorateurs urbains en tout genre. Et pire que les explorateurs urbains, qui sont quand même pas des gens mal intentionnés, des groupes qu'on va détailler au fur et à mesure et dont les intentions sont nettement moins bonnes. Tu veux dire des groupes de graffeurs? Ouh. Des graffeurs, des taggers? J'ai en tête Ou pire. des gens plus inquiétants que ça. Ah bon? Mais qui peut être plus inquiétant qu'un graffeur pour un bâtiment public? Mais je suis sûr que tu en as une idée, que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Je sais pas. Allez, si certains sont juste en quête d'adrénaline, Léo, d'autres se retrouvent donc pour consommer de la drogue. C'est pas bien la drogue. Non, la drogue, c'est pas bien, on vous invite à ne pas en prendre. Et ça, c'est très sérieux. Évitez toute drogue. Les amis, c'est le mieux. Votre corps vous remerciera.
Et aussi vos familles, vos amis, vos petites chéries, etc. Donc ne touchez pas à la drogue. Mais il y en a encore d'autres, il y a d'autres groupuscules pour communier autour de rituels plus sinistres. Ouh, j'ai envie d'en savoir plus. Ah, ça ne me choque pas ce que tu dis. Mais je vais t'en dire plus, Léo. Vas-y, je t'écoute. À ce titre, les murs intérieurs furent rapidement couverts de graffitis en tout genre et un message en particulier interpelle les curieux. Je vais vous le citer, cet hôpital est la terre des miracles. Ceux qui entrent n'en ressortent pas. Ah bah dans ce cas, il valait mieux que tu l'ouvres pas, effectivement. T'imagines le gars qui arrive parce qu'il s'est fêlé le crâne et ben il ressort jamais. Alors, je pense que c'est plutôt lié à ce que tu disais tout à l'heure, plutôt au passage entre les dimensions, entre les vivants et les morts, plutôt. Il n'en faut pas plus pour que des croyances plus ou moins mystiques ne fassent le tour du quartier. Et oui, parce que c'est ce qu'on disait un peu, hein, les habitants s'interrogent, pourquoi on n'ouvre pas cet hôpital, pourquoi il y a des militaires, qu'est-ce que c'est que ces bruits bizarres? Du coup, ceux qui se sont aventurés à l'intérieur et en sont ressortis vivants parlent d'une atmosphère étrange et de sons inexplicables, leur laissant penser qu'une présence s'adressait à eux. Ah, donc la citation du graffiti était fausse. C'est-à-dire fausse. Bah, puisqu'elle nous dit ceux qui y entrent n'en ressortent pas, et qu'il y a des mecs qui sont arrivés, ah, elle était dans l'hôpital, et puis d'ailleurs c'était grave bizarre. C'est peut-être un avertissement, tout simplement. Et ça Ouais. s'adresse pas à tout le monde, c'est pas une vérité. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Voilà, faut pas le prendre au premier degré pour tout le monde. D'accord. Alexei, alors excusez-moi, je n'ai toujours pas d'accent ni anglais ni russe. Krauzinski, adolescent de 16 ans, est venu se suicider dans l'hôpital en se jetant dans une cage d'ascenseur suite à une déception amoureuse. Peu cher. Ses amis ont érigé un monument en son honneur au second étage avec le message suivant. Cré, on se souviendra toujours de toi. C'est très gentil. Il s'agit du seul cas documenté de suicide dans l'hôpital. Pour autant, la légende dit qu'on ne compte plus le nombre de personnes qui seraient venues y mettre fin à ces jours. Ça, c'est encore ces habitants du quartier qui ont commencé à véhiculer cette idée que c'était l'hôpital du suicide. Et au final, on a une seule preuve. On a une seule preuve. Mais après, d'une preuve, les rumeurs sont souvent faites de vérité. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on dans la sagesse populaire. Alors, je sais pas s'il y a de la vérité là-dedans, mais il semblerait qu'on soit face à une affaire de téléphone russe. Au-delà des cas de mort volontaire, la construction même de l'établissement, ou plutôt les défauts de construction, notamment les trous, les planches branlantes et les différents matériaux de mauvaise qualité, auraient été responsables d'innombrables accidents mortels. Ouais, ça c'est normal, quand il y a un trou, des fois on le voit pas, on peut tomber. Et puis on a bien vu que les ingénieurs et architectes avaient l'air de connaître à moitié leur métier, donc ça peut expliquer, le choix de matériel de mauvaise qualité, le fait qu'ils laissent des surfaces avec des trous. Peut-être qu'ils ont caché les trous aussi, sous des tapis. Ils avaient mis un tapis. Ils avaient mis le un mec, tapis. confiant, il se dit c'est bon, je peux y aller. Et boum. Voilà, c'était un piège. Peut-être qu'ils étaient payés au piège, peut-être. Il ne faisait pas donc bon de s'aventurer dans ce lieu destiné à soigner, mais finalement plutôt porteur de mort. Eh ben oui, c'est une contradiction étonnante. Une dame âgée qui avait perdu son chien serait rentrée dans le bâtiment à sa recherche et elle craignait qu'il ait été enlevé par une secte sataniste pour des rituels et des sacrifices. Tu nous en parlais un peu plus tôt de groupes qui mèneraient des rituels sinistres et inquiétants. La police retrouva son corps une semaine plus tard. Pas le corps du chien, le corps de la vieille dame. Ses membres étaient brisés. Mais est-ce qu'au moins elle avait retrouvé son chien? Mais ça, on ne le saura jamais. Ah. Il semblerait qu'elle soit tombée accidentellement dans une cage d'ascenseur. Elle aurait appelé à l'aide pendant des jours sans que personne ne vienne à son secours. Ben c'est triste, mais au lieu d'appeler à l'aide, elle aurait mieux fait d'appeler l'ascenseur. Peu cher, non, ça c'est pas bien, Léo. Je ne cautionne pas ce genre d'humour. Désolé, c'était peut-être un peu trop noir. Un peu trop noir. Peu cher, pauvre dame. En effet, peut-être parce que le bâtiment, vu du ciel, comme on le disait tout à l'heure, évoque la forme de l'étoile sataniste, l'une des rumeurs persistantes fait état de la présence du club de Minostor, qui aurait été un groupe sataniste utilisant les couloirs abandonnés pour des sacrifices. Peut-être qu'il est jeté dans la cage d'escalier à une entité quelconque, on ne sait pas.
En tout cas, il semblerait qu'elle ait eu raison de s'inquiéter pour son chien. Oui, oui, mais on n'a pas retrouvé le cadavre du chien, donc je ne crains, Si je ne le crois club pas. de Nimostor a chopé le chien pour en faire un sacrifice, Ils ne rongent pas les ongles, les os, les satanistes, cher Léo. Ils ne Ben, font que retirer les entrailles des eux, animaux. ils les rangent pas, mais peut-être que Satan, en revanche, on a vu que c'était un sacré farceur C'est dans vrai. les précédents épisodes. Satan aurait peut-être pu ronger les ongles, mais bon, ça Pour m'étonnerait sortir un aussi. truc entre les dents. Ça m'étonnerait aussi, cher Léo. Les habitants étaient donc persuadés que toutes les personnes qui ont disparu à Krovinka auraient été victimes du club Nimostor. Certaines disent même que la secte installa son église dans le sous-sol du bâtiment principal. Selon des rumeurs, à cette époque, des personnes, surtout des enfants et des chiens, ont commencé à disparaître dans la région de Krovinka, qui ont ensuite été sacrifiés à Satan ou simplement tués. Des messes noires ont également eu lieu. Effectivement, il y a eu beaucoup de cadavres d'animaux dispersés tout autour du bâtiment qui ont été retrouvés, ce qui a amplifié les rumeurs et un peu fait que l'hôpital, personne ne voulait aller dans cet hôpital, même s'il était vide. Hein. Je leur jette pas la pierre, ça fait froid dans le dos. Moi non plus, mais c'est une bonne technique quand tu veux quand même faire fuir les gens d'un bâtiment. Oui, mais l'intention première d'un hôpital, normalement, c'est pas de faire fuir les gens, c'est plutôt de les accueillir. Oui, mais là, le bâtiment, il est vide. Donc du coup, il est gardé. Après, il est plus gardé par des militaires. Et il faut trouver quand même quelque chose pour faire fuir les gens, pour ne pas qu'ils rentrent dans le bâtiment, pour voir s'il y a peut-être des choses cachées. Et c'est dans moins ce cher bâtiment. de le laisser traîner des os partout que d'embaucher des militaires. Exactement. Et tu vois, ces morts, peut-être qu'ils ne sont pas si accidentelles que ça, au-delà de la secte sataniste. Les membres du club de Nimostor auraient été exécutés durant un raid de la police, mais d'autres prétendent qu'ils auraient simplement quitté les lieux pour trouver un autre repère. C'est une question qu'il ne sera jamais tranchée. Et cela dit, quand on fait des recherches sur le club Nimostor, la seule trace qu'on trouve à leur sujet, c'est leur existence dans ce fameux hôpital Kovrinsky. On ne trouve aucune autre trace d'eux qui laisserait penser qu'ils auraient continué leur activité ailleurs. Aïe. Peut-être qu'ils ont tout simplement cessé toute activité, ça peut être une autre explication. Mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'on n'a plus vu d'activité de leur part ailleurs. C'est quand même étrange parce que les sectes satanistes en général, quand elles partent d'un endroit, elles vont dans un autre. C'est que l'endroit est moins sûr. Donc c'est quand même encore étrange cette façon d'aller vers un unique lieu et de partir du jour au lendemain comme si c'était évaporé dans la nature. Mais ça, on va y revenir plus en détail après sur l'existence du satanisme en Russie et sur sa propagation ou non, et ça va donner un peu plus de ciment aux fondations de cette théorie. Cela dit, il me semble qu'on peut détailler un petit peu plus ce qui se serait passé du moins entre la police et le club Nimostor. Tout à fait. Au monde, l'unité des forces spéciales du ministère de l'Intérieur russe aurait déposé des bombes dans le bâtiment pour se débarrasser des cultistes. L'explosion aurait tué certains d'entre eux, mais aurait également contribué à enliser davantage l'hôpital. Tu avais déjà pas besoin de ça avec tous ces sables mouvants et ces rivières. Et les marécages, les rivières, le pauvre, on s'acharne sur lui. Si l'hôpital était une personne, j'aurais bien envie de le plaindre. Moi je le plains quand même, parce que le bâtiment a quand même des fois une âme, même il enferme des âmes. Et du coup, je le plains quand même parce que je trouve qu'on s'acharne un peu sur ce pauvre bâtiment qui n'a rien demandé à part être un hôpital et on lui a jamais laissé ce plaisir-là. Cette possibilité, il n'a pas pu atteindre son objectif de vie. Oui, le pauvrette. Encore une fois, Léo, il existe plusieurs versions d'autres événements. Selon l'une, les satanistes ont été conduits dans le sous-sol du bâtiment principal et abattus. Puis le sous-sol a été inondé. Le lac qui ne s'assèche pas peut encore être observé aujourd'hui. Selon une autre, les satanistes ont été coincés dans un tunnel entre deux bâtiments et le tunnel a été inondé. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un film sur cette histoire et qu'on voit les satanistes en train de braver le courant dans le sous-sol avec les forces spéciales qui sont en train de les canarder, de leur balancer des bombes. Tu as quand même des idées bizarres, cher Léo. Ah, mais tu reconnaîtras qu'il y a Il y a matière à faire, mais en tout cas, il y a un jeu vidéo. Ou un bon film d'horreur, en tout cas. Ça me fait penser, c'est pas la même histoire, mais au jeu Fear. Tu connaissais Oui, Fear oui, qui tout à était fait. un jeu à la première personne avec le fantôme d'Alma, etc. Une ambiance assez macabre et surnaturelle, du paranormal, mais beaucoup d'action. Et j'imagine complètement un jeu de cette envergure-là sur ce sujet.
Oui, après, est-ce qu'il y a assez de matière pour faire un film ou un jeu vidéo en entier? Tu peux le développer. Regarde, ça se passe. L'hôpital, il a 10 étages. Tu commences au dernier étage pour une raison quelconque. Mhm. T'as l'unité spéciale qui atterrit en hélicoptère qui descend par là. Il ratisse étage après étage. À chaque étage, il y a une menace différente. Avec le big 10 niveaux, climax du au sous-sol. Il faut- La poursuite dans les tunnels. Et je entre te les sens habité bâtiments. sur cette idée, tu devrais déposer le brevet. Ah, je crois que je vais soumettre. Je pense qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose à développer. La fortune va être à toi, grâce à l'hôpital Krovinsky. Non, j'aurais pas cru que ça viendrait de là, mais il faut être ouvert à toutes les possibilités. Exactement. Quand un chemin se trace, il faut le suivre. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur l'existence du satanisme en Russie plus largement? Eh ben, on a mené une enquête sur l'existence du satanisme en Russie, et c'est une enquête qui est passée par plusieurs étapes. D'abord, ça a été la consultation de sites internet, d'archives sur le sujet, et je suis rentré en contact avec des personnes versées dans le satanisme, et notamment des personnes qui habitent en Russie, qui ont pu m'exposer leurs croyances à ce sujet, qui ont pu me dire ce qu'elles savaient du développement du satanisme là-bas, et on va pouvoir parler de ça un peu plus en détail. Alors, sur la première partie, la consultation d'articles et d'archives, on retrouve plusieurs histoires ces dernières années qui laissent penser qu'il y a bien des meurtres rituels en Russie qui pourraient relever de croyances satanistes. On a en 2010, le 26 juillet pour être précis, 6 jeunes gens qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour les meurtres rituels de 4 adolescents. Les faits se seraient déroulés un peu plus tôt, en juin 2008. On a retrouvé les restes des victimes en août de la même année, donc toujours 2008. Les 6 accusés, dont 4 étaient mineurs à l'époque, ont été reconnus coupables de meurtre de 4 personnes dans le but de l'organisation d'un rituel d'initiation, de profanation des dépouilles et de vol, selon un communiqué du tribunal régional de Yaroslav. Voilà, mon accent russe mérite un petit peu plus d'entraînement. Après avoir tué leurs victimes, les jeunes gens qui se réclamaient eux-mêmes d'une secte sataniste les démembraient, les cuisinaient, puis mangeaient des parties de leur corps. Et ça, c'est le quotidien populaire Komsomolskaya Pravda, qui est cité par les enquêteurs et qui relate ces faits. Donc ce sont des sources sérieuses et vérifiées. Le leader du groupe, Nikolai Ogolobniak, a été condamné à 20 ans de prison. Et les 5 complices ont été, eux, condamnés à des peines qui vont de 8 à 10 ans. Un 7e membre du groupe a été reconnu irresponsable et contraint à un traitement psychiatrique. Le procès s'est déroulé à huis clos compte tenu de la nature des crimes et de l'implication de mineurs. Une histoire assez glauque, il faut le reconnaître. Assez glauque, effectivement, mais en tout cas, qui mérite d'être soulevée et je la trouve vraiment intéressante. Alors, ce qui m'interpelle à la lecture de cet article, c'est que si les accusés se disent appartenir à une secte sataniste, on n'a pas de détails sur quelle branche. Mais est-ce qu'ils ont détaillé leur acte, ce qu'ils faisaient, etc. Alors, j'ai consulté plusieurs articles différents qui traitaient du sujet et je n'ai pas trouvé plus de détails que ceux que je viens de relater. D'accord. Donc en fait, ils ont été condamnés sur quelle base, ces gens-là? Mais sur la base qu'on a trouvé 4 cadavres d'adolescents qu'ils ont dépecés, démembrés et mangés. Alors ça, j'avais compris. Ça, j'avais compris. Mais est-ce qu'on est Il sûr semblerait vraiment que, il Non, semblerait mais- que pour vous, monsieur non, Fred, ce ne soit pas c'est suffisant pas, pour non, condamner c'est pas les ça. gens. Je me suis mal exprimé. Est-ce qu'on est sûr que c'est eux qui les ont mangés? Et ils l'ont reconnu. Ils l'ont quand même reconnu. Eux-mêmes, c'est eux qui D'accord. ont dit oui, on les mangeait, on les cuisinait, On n'est plus sûr de on se régalait. de l'anthropophagie, là. Et c'est vérifié. D'accord, tout est Tout vérifié est là-dedans. vérifié. Comme je le disais, c'est des sources très sérieuses. C'est le tribunal du coin qui fait référence à ces éléments qui sont rapportés par un quotidien local qui ont ensuite été retranscrits dans le Nouvel Obs, Ah bon alors, si le Nouvel Obs a confirmé, dans la rubrique Monde. dans la rubrique Monde en plus, Et l'article a le été Nouvel Obs est publié. vraiment ultra précis. Ils sont précis et puis ils sont à jour puisqu'ils ont relaté ça. L'article a été publié le 26 juillet 2010, donc le jour même du procès. D'accord. Intéressant en tout cas. Ouais, c'est... Satanisme et anthropophagie. Ouais, tout à fait. On cumule. On cumule. Et on a une autre histoire qui est tout aussi macabre, qui est un peu plus récente puisque l'article date du 5 mars 2018 et il est question d'une sorcière sataniste et d'un policier. Toute une histoire. Ce soir, on raconte des choses. C'est une histoire d'amour. Mais on raconte des choses vraies, des choses vérifiées, mais
qui pourrait être à l'origine de films et de romans, clairement. Donc là, c'est The Sun qui écrit cet article, donc encore une fois, un journal très crédible. C'est pas le Nouveau Détective ou des trucs comme ça. Hein. The Sun, je suis partagé sur la crédibilité de The Sun quand même. Alors sur des faits divers, je pense qu'on peut leur faire confiance. Peut-être. Ensuite, sur les rubriques politiques ou ce genre de choses, on peut peut-être questionner davantage. Ils aiment bien le scandale, The Sun. Mais sur les faits divers, et puis pour le coup, il est aussi question d'un procès. En l'occurrence, il s'agit d'une condamnation à 12 ans de prison d'une sorcière sataniste, c'est l'article qui la surnomme ainsi, qui est accusée d'avoir utilisé la magie noire pour envoûter un policier. Et l'objectif de cette mystification aurait été de l'utiliser pour tuer 6 personnes et faire de ces personnes des zombies qu'elle aurait utilisés comme une armée personnelle. Donc, on peut dire que ce policier, c'était un peu son bras armé finalement. Alors attends, j'ai pas compris quelque chose. Vas-y, pose tes questions, J'ai j'essaierai pas de compris. répondre au... Pourtant, j'ai bien écouté, mais j'ai pas compris. La sorcière, elle envoûte le policier et elle envoûte 6 personnes en plus, c'est ça? Pour commencer, et on a même les noms, c'est dire à quel point c'est sérieux. Ouais. Tatiana Solovieva aurait manipulé Arsène Beyranbekov pour qu'il sacrifie des personnes sans domicile fixe à l'aide d'un couteau devant un hôtel qui était caché dans la forêt. Et pas un hôtel où on paye et on passe la nuit. Hein. Ah, un hôtel sataniste. Du coup. Voilà. Et donc cet hôtel était caché dans la forêt. Les médias ont peu parlé du procès de Tatiana, mais elle a été condamnée comme ayant participé à de multiples meurtres. Par contre, l'ex-policier qui se déclare sataniste et adorateur du diable a lui été condamné à 13 ans d'emprisonnement et on a beaucoup plus parlé de lui. Le duo conduisait dans les rues de la ville de Yekaterinburg à la recherche de victimes. Arsène se montrait amical avec sa future victime. Il lui disait « Oh mec, tu sais ce qui te ferait du bien pour te réchauffer un peu ? Je vais t'offrir un verre. » Et ensuite, il l'emmenait dans la forêt. Et il dit « T'as vu cet hôtel comme il est beau ? Franchement, c'est de la bonne qualité russe ça. » Et bim, il lui tranchait la gorge. Et les sacrifices se déroulaient dans un cercle de pierre. Ils étaient suivis de prières et d'incantations rituelles qui étaient effectuées par notre fameuse sorcière sataniste. Mais apparemment, ils n'ont jamais réussi à faire de leurs victimes des zombies. Peut-être grâce à l'intervention des autorités. C'est dommage. Alors dommage, je ne sais pas, mais... Parce que du coup, ils ont tué plein de gens pour rien. Les meurtres, c'est toujours dommage, ça je suis d'accord. Le fait qu'ils aient pas réussi à en faire des zombies, c'est peut-être un peu moins dommage. En fait, ça dépend, parce que du coup, c'est dommage pour eux, parce qu'ils avaient peut-être des projets avec ces zombies, c'est tombé à l'eau. Mais il semblerait qu'elle voulait s'en prendre à tout le monde. Elle voulait son armée personnelle, et je pense que si quelqu'un disait « Qu'est-ce que c'est que cette coiffure, madame? Allez, vous coiffez quoi? Les zombies, attaquez-le !» Et du coup, tu crois qu'elle voulait dominer le monde? Parce que ça ferait aussi un super scénario. Hein. Ça ferait un super scénario, et oui, je pense que on peut s'interroger sur l'état mental tant de cette sorcière que de son bras armé, le policier. Et à partir de là, quelqu'un qui est à moitié fou comme ça, je pense qu'on peut lui prêter des intentions de conquête du monde. Tout à fait. On ne peut pas faire confiance à la police. Je mettrais de la nuance dans cette affirmation. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la police a arrêté... ils ont arrêté leur ancien collègue. C'est vrai. Allez, je te concède. Face à la menace qu'il représentait. Je te le concède, celui-là. Donc pour le coup, ils ont quand même fait du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot, parce qu'eux étaient peut-être pas satanistes, du coup. Ils œuvraient peut-être pour les forces du bien. On va l'interpréter comme ça. Pour cette fois, en tout cas. On a un autre cas documenté. L'article vient de Paris Match, de façon étonnante, et il parle d'un couple de satanistes accusés de 2 meurtres rituels en Russie. Ça date d'août 2021. Les autorités russes ont annoncé vendredi avoir ouvert une enquête contre un couple de satanistes accusés d'avoir commis 2 meurtres rituels. Selon un communiqué du comité d'enquête chargé des principales investigations criminelles en Russie, Olga Bolchakova et Andrei Tregoubenko, des habitants de la région de Moscou, ont fait connaissance grâce à leur intérêt mutuel pour un mouvement religieux et mystique d'adorateurs de Satan, qui impliquait des rituels avec des sacrifices humains. Selon la presse russe, cette organisation est l'Ordre des 9 Angles, un culte satanique fondé au Royaume-Uni et connu pour ses liens avec l'idéologie néo-nazie. Donc pour le coup, c'est vraiment des salopards de satanistes. Je ne concède pas ce langage qui peut châtier Charlie. Ils sont néo-nazis, donc je me le permets.
Bon. Pour les enquêteurs, M. Tregoubenko a poignardé à mort une femme qu'il connaissait dans l'intention de la sacrifier dans une forêt de Carélie, une région du nord-ouest de la Russie. C'est toujours dans la C'est forêt. toujours dans la forêt. En tout cas, c'est chatoyant, c'est vert, ça fait partie de peut-être d'un rituel quelconque. Mais je pense Pourquoi que toujours dans les forêts, Léo? Il y a un film sur Netflix qui s'appelle The Ritual. C'est un film, C'est vrai. Je sais plus si c'était pas norvégien. Norvégien ou suédois. Ouais, je crois. Et c'était ça se passait dans la forêt aussi. Il y a aussi un film anglais qui est assez sympa qui s'appelle The Kill List, qui commence comme un polar britannique avec l'humour british, l'humour noir, et où on se dit on va passer un moment sympathique, et c'est le cas pendant une bonne heure. Et la dernière demi-heure, ça verse dans le cauchemar sataniste comme ça, et ça se passe dans une forêt, effectivement. Pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, n'allons pas dans la forêt si on ne veut pas se faire sacrifier. L'histoire n'est pas finie puisqu'un second meurtre rituel a été commis dans une localité située près de Saint-Pétersbourg cette fois, la deuxième grande ville russe, également dans le nord-ouest, et Olga Bolchakova et Andrei Tregoubenko, complotant avec un autre couple, ont passé à tabac et poignardé à mort un homme. Cette fois-ci, ils étaient 4. Selon la chaîne MASH sur Telegram, Telegram c'est une appli de style un peu WhatsApp, mais qui est beaucoup utilisée notamment par la communauté russe, et on en entend beaucoup parler dans les journaux ces 2 dernières années, avec la guerre Ukraine-Russie, dont on ne rentrera pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du tout du podcast, mais il y a beaucoup d'informations qui sont passées par Telegram. Et donc sur Telegram, la chaîne MASH, qui est généralement bien informée sur les affaires policières, explique que Olga Bolchakova a accepté de coopérer avec les enquêteurs et a avoué son implication dans les meurtres. Le couple est également accusé de trafic de drogue à grande échelle. Une importante quantité de stupéfiants y a été saisie à son domicile dans la région de Moscou, d'après le comité d'enquête. Sataniste et trafiquant de drogue. Justement, autant cumuler, c'est plus simple. J'en viens à me demander si le satanisme, cette fois, n'est pas juste un alibi. Une excuse. Et que la réalité des choses, c'est qu'ils trafiquaient de la drogue, et tout puis simplement. ils en prenaient sûrement un peu. Ces 3 cas mettent en relief une grande violence et l'utilisation de rituels qui semblent codifiés. Ces affaires ont donc toutes pour lien de ne pas s'inscrire dans la logique du satanisme tel qu'il est décrit par Lavey, mais plutôt dans des mouvances d'adorateurs du diable, puisque quand on s'intéresse un peu au satanisme, on voit qu'il y a beaucoup de branches différentes. Et la principale, celle décrite par Lavey, on va y revenir, elle s'inscrit pas dans une religion, mais dans une philosophie matérialiste. Mais on va le détailler par la suite. On a trouvé des cas individuels où les instigateurs et les autorités locales ont désigné qu'elles relevaient du satanisme. On peut s'interroger sur la réalité de cette appartenance. Et on a aussi pu découvrir par nos recherches des traces officielles de l'existence d'une église sataniste en Russie. Les choses vont prendre une autre tournure. Dans un article du 12 mai 2017, qui cette fois vient directement d'un article russe, puisque c'était dans le Moscow Times, l'article mentionne l'existence d'un groupe religieux sataniste depuis 2013 qui aurait reçu le 10 mai 2016 une reconnaissance légale. Ils sont sérieux. À l'occasion de l'anniversaire d'un an d'existence, le groupe se dit en opposition avec l'extrémisme religieux. La décision de demander une reconnaissance légale fait suite à la loi Yarovaya qui condamne l'endoctrination religieuse et a notamment conduit au bannissement des témoins de Jéhovah. Il plaisante pas, Russie. Il plaisante pas. Et alors le leader du groupe, il a un nom qui est assez étonnant. Je soupçonne que c'est pas son vrai nom. Il s'appellerait Oleg Sataninsky. Ah bah, c'est très original comme... Alors le prénom je ne sais pas, mais le nom de famille, Sataninsky, c'est très original. Ou alors c'est vraiment un descendant de Satan. Peut-être. Comme on croit qu'il y a des descendants de Jésus, il peut y avoir des descendants de Satan. Et encore ça va qu'il s'est pas appelé Lucifer Sataninsky. Oui, ou Lucifer Morningstarsky. Oui, ça aurait été pas mal aussi. Ce Oleg Sataninsky, il déclare le 10 mai, le jour du satanisme russe. Il se fait sa propre fête, son propre jour férié. Il explique... Aussi bien servi que par soi-même. Tout à fait. Il explique que le groupe ne suit pas les clichés généralement associés au satanisme. Pas de magie noire, pas de sacrifice. Il ajoute que les satanistes ne sont pas des adorateurs du diable et qu'ils suivent les préceptes de la Bible satanique, telle qu'elle a été rédigée par Anton Sandor Lavey en 1969, qui a bien écrit une Bible satanique pour poser les bases de cette philosophie, le satanisme matérialiste. Attends, est-ce que tu l'as vu une de Bible sataniste ? Je n'en ai jamais eu entre les mains. Est-ce que c'est ton cas ?
Non plus, mais c'est vrai que je suis assez curieux, alors pas parce que je voudrais adhérer à ce genre de philosophie, loin de là, mais je serais curieux de savoir à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'il y a dedans essentiellement. Eh ben, on y reviendra peut-être plus en détail à Peut-être. l'occasion d'un autre épisode. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de moins approfondi sur les fondements du Du satanisme. satanisme. Mais on peut quand même dire que Lavey, avec ce livre, il a voulu jeter les bases doctrinaires de l'Église de Satan, en anglais The Church of Satan, renouvelant le satanisme par des principes matérialistes, athées et individualistes. Il a d'ailleurs proclamé le 30 avril 1966 le début de l'année 1, première année de l'ère de Satan. Tu vois, si tu veux changer de calendrier, à partir de maintenant, tu pourrais prendre le calendrier sataniste. Ou le calendrier de Fredo. Si tu veux. Ça serait plus sympa. En tout cas. C'est laissé à ta libre appréciation. D'accord, et bien dès demain, c'est le jour 1 de l'année 1 du calendrier de Fredo. Ça marche, je te l'accorde. Merci. J'évoquais un petit peu plus tôt le fait qu'il y avait plusieurs satanismes. Et bien celui de Lavey, ça reste le groupe le plus important. Parmi les autres groupes, on a parlé de l'ordre des 9 angles, qui est néo-nazi. Il y a aussi les joies de Satan, qui lui aussi serait à tendance plutôt nazie. Et ils s'inscrivent dans une pratique par contre plus ésotérique du satanisme. Et ils ont la réputation de suivre des préceptes extrêmes à la frontière du racisme, du sexisme et du nationalisme. Ils sont pas très tolérants, alors que le satanisme de Lavey prêche pour le coup plutôt la tolérance. Oui, parce qu'on a tendance à dire le satanisme c'est le mal, c'est pas bien, ceci, cela. Mais pas du tout. Alors, Bon. sans dire pas du tout, Ah, si on s'y intéresse de plus près, on se rend compte que ça prêche plutôt l'ouverture d'esprit, le fait que les gens ont le droit de penser un peu ce qu'ils veulent et qu'il faut respecter son prochain. Ce qui est assez éloigné de ce qu'on aurait tendance à associer à des philosophies et des idéologies qui se rapprocheraient de Satan. oui, parce que l'ouverture d'esprit, je suis pas sûr que tu es plein de gens pour faire des sacrifices rituels, ça soit de l'ouverture d'esprit, cher Léonard. Oui, mais ça, encore une fois, on parle de certains groupes, comme les joies de Satan ou l'ordre des 9 angles. Le satanisme prêché par Lavey ne préconise pas de faire des rituels ou des sacrifices, justement. Et comment alors il prêche Satan du coup? Mais ça, ce sera laissé pour un prochain épisode, D'accord. monsieur. On va en revenir à Oleg Sataninski, puisque c'était de lui dont il était question. Et lui, ce qu'il explique, c'est que contrairement aux groupes religieux comme les témoins de Jéhovah, il est discret. Et son église de Satan est discrète. Et il ne s'engage pas dans des activités de prosélytisme. Ils ne sont pas dans la rue à dire aux gens « Eh, vous avez lu la Bible satanique ? Allez, venez nous rejoindre, c'est Venez, super c'est sympa. sympa, on est très ouvert d'esprit, venez. » Non, ils font pas ça. Non, Alors, eux ils sont discrets. après avoir... Oui, ils sont tellement discrets que quand j'ai voulu trouver plus d'informations et de sources officielles sur l'existence de l'église sataniste russe, je n'ai pas réussi à en trouver davantage. Et c'est là que je me suis dit, je vais me rapprocher de forums spécialisés et rentrer en contact avec des adeptes du satanisme. Il y en a une en particulier qui m'a donné beaucoup d'informations. Je pense que je vais quand même te surveiller un peu ces prochains jours, Léo. Parce que je m'inquiète un peu quand même. Mon enquête date d'il y a plusieurs semaines et je ne crois pas que tu aies observé des changements dans mon attitude. Mais justement, tu es peut-être comme cette secte en sous-main, en sous-marin. Je suis discret. Tu es discret. Cette personne que j'ai contactée, donc son pseudo c'est Victoria the Blue-Haired, Victoria aux cheveux bleus. Elle est citoyenne russe. Et quand on a commencé à communiquer en message privé, la première chose qu'elle m'a dite c'est « Je ne cautionne pas la guerre en Ukraine, je ne cautionne pas la propagande qui est menée en Russie. » Et à partir de là, on a pu discuter du sujet qui nous intéressait, à savoir le satanisme. D'après ses sources, et malgré les tentatives de Sataninski de donner de la légitimité à son église, les autorités auraient poussé le groupe à se dissoudre, argumentant du fait qu'il se livrait à la propagande de valeurs non traditionnelles. Donc il n'a pas réussi à se montrer suffisamment convaincant, le Sataninski. Et une fois qu'elle m'a livré ces informations, j'ai pu lui partager des articles écrits en russe. Elle m'a traduit ce qui était dit, puisque je ne parle pas le russe. Et en mai 2018, le Moscow Times évoque les propos du chef de la sécurité russe, qui
condamne le satanisme comme étant une mauvaise influence sur les jeunes Russes qui doivent être protégés. Cette rhétorique fait suite à un mouvement national durant lequel des rassemblements anti-gouvernement ont eu lieu. Et à partir du moment où le gouvernement est attaqué, ils ont cherché un bouc émissaire, le satanisme. Pour aller plus loin, on a trouvé sur des sites russes des articles évoquant le bannissement de la Bible satanique en octobre 2021. C'est pas si loin que ça. Et là, c'est encore une fois des sources officielles, puisque le tribunal du district Oktyabrsky de Saint-Pétersbourg a reconnu le livre d'Anton LaVey, la Bible de Satan, comme extrémiste et l'a inscrit sur la liste des distributions interdites. Alors tu vois, autant l'accent anglais, j'arrive à peu près à gérer et à pas être trop ridicule, mais pas l'accent russe, c'est plus compliqué. Je m'emmène dans tous les sens. C'est plus compliqué. Mais il y a donc une liste en Russie de livres interdits. Et je pense que ces dernières années, elle a dû s'agrandir au fil des années. Elle a dû s'accroître nettement. Donc le tribunal a pleinement satisfait aux prétentions du parquet. Selon le service de presse, l'examen a montré que le texte du livre contient des signes d'humiliation des sentiments des chrétiens, une profanation des canons de la Bible, et que Dieu y est comparé à un cadavre et un chien enragé. Oui, en même temps, si c'était le monde des bisounours, la Bible satanique, ça m'aurait un peu posé des questions. Alors j'appelle à la prudence sur cette interprétation. L'auteur parle de lui-même et du groupe de personnes qui adorent Satan avec des superlatifs. La violence et la cruauté sont justifiées. Les informations sous forme d'appel encouragent les actions violentes contre les personnes et les animaux. La forme de narration sur la mort et le meurtre est manipulatrice. La terreur est proposée contre les personnes faibles, les sous-humains. Les sous-humains, selon l'auteur d'ailleurs, sont majoritaires. Ça, c'est ce que disent les experts. Maintenant, des recherches sur l'orientation de la cible du livre La Bible de Satan ont été menées à la demande du Service fédéral de sécurité de Russie. Les parties intéressées dans cette affaire sont le ministère de la Justice de la Fédération de Russie et Daria Varaksina. Comme le note Fontanka, cette jeune fille a remis le livre au FSB, d'où il a été envoyé pour examen à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Sur cette base, le procureur a exigé du tribunal le statut de littérature extrémiste. Or, d'après notre source Victoria the Blue-Haired, il ne s'agirait pas du texte écrit par LaVey. Ça ne serait pas la Bible satanique telle qu'elle a été écrite par son auteur. Les auteurs du texte décrit par ce tribunal se feraient appeler Death Consciousness Society, qu'on peut traduire par la Société de la Conscience Morte. Leur version du livre ferait 166 pages. Or, c'est une Bible. Oui, mais sauf que l'édition la plus longue de la version de LaVey ferait 350 pages. Ah oui, c'est le double. Donc déjà, on peut remettre en question leur crédibilité. Ils prétendent qu'il s'agit d'une traduction intégrale et qui contiendrait des parties qui n'auraient jamais été publiées auparavant. Mais il paraît peu probable que LaVey ait écrit autant de textes sans jamais le publier pour que ces écrits inédits ne soient finalement découverts qu'en Russie, comme par hasard. On peut donc se demander si ce groupe n'aurait pas rédigé un texte qui lui est propre, s'appuyant sur la notoriété des écrits de LaVey, pour faire publier ses propres préceptes. Et cette hypothèse, elle paraît très crédible, puisque ce que décrit le tribunal n'apparaît pas du tout dans le texte de LaVey. Il semblerait en tout cas que ce soit ce texte, a priori différent de l'original, qui aurait été banni en 2021. Donc ils ont banni le texte, le nouveau texte là de 150 et quelques pages. De 650 pages. De 666. 666 pages, c'est ça. Pas du tout cliché, le 666, c'est bien le chiffre du diable, si je me souviens bien. C'est ça. Donc c'est pas du tout cliché, ça fait pas du tout bizarre. Hein. Donc ils ont banni le faux texte, mais en pensant que c'était le vrai texte. Et ils n'ont pas banni le vrai texte. Ils n'en savent rien, puisqu'ils ont fait un amalgame entre les deux. Ils sont très malins. Et ce groupe, Death Consciousness Society, il était connu pour explorer des états extrêmes de conscience en pratiquant des rituels à base de substances destinées à altérer la notion de réalité, donc de la drogue. Hormis dans les discours d'hommes politiques, puisque récemment encore la rhétorique de Poutine condamnait l'Ouest comme étant sataniste, englobant l'Ukraine dans ce sillage, on ne trouve pas de référence plus récente au satanisme en Russie.
D'après Victoria the Blue-Haired, il n'y aurait plus que des cas individuels de meurtres rituels. Elle suggère que le satanisme en tant que tel n'existe plus réellement, mais ajoute qu'on trouve par contre beaucoup de références à des formes d'occultisme qui seraient aujourd'hui encore très présents en Russie. Toutes ces informations mettent en évidence le fait que le club de Nimostor, qui aurait sévi dans l'hôpital Kovrinsky, s'inscrirait dans une mouvance d'adorateurs du diable et non pas du satanisme matérialiste et athée de l'AV. Il est difficile d'affirmer que ces meurtres rituels sont perpétrés par de réels adorateurs ou par des criminels à la recherche d'une justification de leurs actes. Mais on peut en conclure que ces groupes relèvent davantage d'une démarche individuelle que d'une pratique commune et systématisée du satanisme, quelle que soit sa mouvance. Donc le club de Nimostor, ce qu'on peut en déduire déjà, c'est ce groupe qui aurait pratiqué des rituels et des meurtres dans l'hôpital Kovrinsky. Clairement, ils sont pas dans la mouvance du satanisme matérialisme de l'AV. D'accord. Puisque on parle de meurtres rituels, etc., ce serait plus des adorateurs du diable comme les autres groupes dont on a parlé un petit peu plus tôt. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont de vrais adorateurs du diable, tous ces mecs-là, ou est-ce que c'est juste des meurtriers qui ont pris ça comme prétexte ? Et aujourd'hui, le satanisme, on peut dire qu'il semblerait qu'il n'existe plus réellement en Russie. Par contre, il y a eu bien des traces officielles de son existence, mais c'était des groupes assez minoritaires au final. De toute façon, il est bien connu que dans la Russie, il y a une histoire assez liée à la magie, au satanisme. On ne prend que l'exemple le plus que tout le monde connaît. Rasputin était très féru de magie noire et très imprégné de satanisme aussi. Donc du coup, il y a l'histoire de la comtesse sanglante aussi, qui était déjà aussi sur de la magie noire. Donc il y a quand même une histoire sur la Russie avec le satanisme, la magie noire. Donc, mais peut-être plus centré sur l'occultisme oui, que sur le satanisme. C'est ça, peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même un terreau. Et oui. puis après, on sait très bien que quand on commet des actes, on essaie toujours de justifier. La justification, ça permet d'atténuer peut-être les peines. C'est donc l'alibi. C'est l'alibi. Ça nous amène à penser que ces histoires de Club Nimostor, elles ont du crédit en tout cas. On peut se dire, c'est vrai, il y a certainement eu un groupe comme ça qui a agi dans l'hôpital, qui s'en est servi comme repère, comme quartier général, pour y commettre des exactions et des meurtres rituels. Mais oui, on peut dire ça, mais en tout cas, ce qui me fait penser, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui m'intrigue moi, c'est que on a l'impression qu'ils ont disparu du jour au lendemain. Et du coup, je me dis que c'est quand même étrange, on disparaît de la Terre en claquant des doigts, on ne disparaît jamais totalement. Enfin, même à cette époque-là, on ne peut jamais disparaître totalement. Quand quelqu'un a des rites, il a tendance, s'il quitte un lieu, à refaire les mêmes rites, à moins qu'il y ait vraiment eu une implosion de cette secte ou de ce mouvement. Je ne sais pas vraiment comment on peut l'appeler, mais en général, quand on part d'un lieu pour x, y raison, parce que peut-être ils se sont fait griller, peut-être que les gendarmes, ou la police russe leur sont tombés dessus, l'armée russe leur sont tombés dessus, mais je ne crois pas qu'ils aient pu tous, comme tu l'as dit tout à l'heure, soit être noyés dans les sous-sols ou tués par toutes ces bombes. Il y a sûrement quelqu'un qui survit à tout ça et qui reproduit après et qui essaie, si tu es habité par ce que tu crois, tu le reproduis toujours à un autre endroit, à l'endroit où tu vas te réfugier à un moment. Ou alors, c'est un mélange de toutes les hypothèses sur cette histoire, à savoir qu'il y a bien eu un raid policier avec un massacre de l'essentiel des membres, et ceux qui auraient réussi à prendre la fuite auraient pu être tentés de continuer leur activité ailleurs, mais la crainte des représailles et la crainte de perdre la vie a été trop forte et ils se sont fait oublier. Peut-être, c'est aussi une hypothèse. T'es en train de sacrifier un chien ou une mémé, et d'un coup tu vois tes amis qui se font massacrer sous tes yeux, qui se prennent des balles ou qui explosent, tu manques de te noyer, je suis pas certain que ça donne très envie de continuer derrière. Mais je sais pas, parce que dans l'histoire on a déjà vu des religions ou des courants religieux qui ont été un peu matés dans le sang, et ça a quand même perduré au fil du temps, pardon. Donc l'hérésie cathare a été quand même étouffée dans le sang, et plus que dans des
mares de sang, je dirais dans un océan de sang, et elle a continué, les Cathares ont continué au fil de l'eau, cachés dans des grottes, dans des sous-sols, et ça a continué. Donc je me dis que si on fait une petite analogie entre les Cathares et cette adoration, c'est quand même des courants assez, ça a l'air assez imprégné en Russie en tout cas sur ce groupuscule, et je me dis que si on transpose les deux, s'il y a quelques survivants, ils vont quand même essayer de faire revivre les choses, parce que quand tu crois en quelque chose, tu vas jusqu'au bout de ta croyance. Mais tu as utilisé les bons termes, quand tu crois en quelque chose. Et c'est la question de la conviction qui se pose. Chez les Cathares, comme tu le mentionnais, il y avait une réelle conviction. Et puis c'était une autre époque. Chez ces adorateurs satanistes, on est peut-être dans des cas d'opportunistes, qui encore une fois utilisaient ça davantage comme une forme d'alibi pour se comporter mal, pour s'en prendre à des gens plus faibles, etc. Et qui donc n'avaient pas de conviction réelle. Et du coup, le fait certains se soient fait tuer dans des circonstances, on peut dire assez atroces, même pas barbares, mais presque, du coup, ça aurait calmé leurs ardeurs. C'est mon hypothèse. C'est envisageable, en tout cas, c'est une bonne hypothèse. Et en parlant d'hypothèse, c'était la première grosse hypothèse sur cet hôpital Kovrinsky, à savoir la présence réelle ou pas du satanisme. Chers auditeurs, on ne veut pas vous frustrer, mais pour la deuxième grosse hypothèse, il faudra revenir lundi prochain, même heure, même endroit, pour vous attabler à notre buffet froid.